Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière conférence du SEO Square 4. Bonjour. Et aujourd'hui, on va parler de page catégorie, fiche produit, comment on allie UX et SEO. Après tout, est-ce que c'est antinomique ou pas? Comment on va pouvoir exploiter les synergies entre l'expérience utilisateur et le SEO pour mieux ranker et booster nos ventes. Alors pour ceux qui connaissent pas Livestorm, qui n'ont pas assisté au SEO Square, aux conférences précédentes, vous avez le chat à droite, vous l'avez compris, et un onglet questions dans lequel vous pouvez poser vos questions et voter pour les questions les plus pertinentes. On prévoit du temps à la fin pour répondre aux questions plébiscitées. Donc très rapidement, je suis Charles Bouzereau, chef de projet SEO chez SMJ, et je suis accompagné aujourd'hui par Julien, qui est notre PO. Salut Julien. Exactement. Salut Charlet, Product Owner donc chez CMJ, moi c'est Julien. Et donc en tant que Product Owner, je travaille donc sur la plateforme, sur les améliorations de l'existant, et je pilote aussi les futures évolutions donc de la plateforme. Oui, un peu le gourou de la plateforme SMJ. Gourou, chef d'orchestre, voilà. Et qu'est-ce que Comme c'est que tu cette veux. plateforme SMJ? Alors, bon, ceux qui sont là depuis hier ont entendu le pitch de nombreuses fois. On est deux choses en fait, 2 BU. Un outil SEO dédié à l'optimisation de contenu SEO, donc une plateforme qui aide vos équipes marketing à rédiger du contenu plus performant en moins de temps. Donc, toujours très pratique. Et on est aussi une agence de service avec des experts dédiés qui accompagnent des clients à l'année sur du consulting. On a perdu la presse. Et justement, concernant la plateforme CMJ, oula, est-ce que vous voyez la presse? J'ai l'impression que ça bug. Donc je disais, on a une offre exclusive qui... c'est OK? D'accord. Oui. Ouais, j'ai un bug de mon côté. Bon, bref, on a 15% sur l'offre, sur l'abonnement CMJ Custom. Donc CMJ Custom, c'est quoi? C'est CMJ, la plateforme en illimité avec toutes les features, dont le module AI Writing et également le module Content Ideas, dont on va parler aujourd'hui. Justement, on va le voir en action. Oui. Donc, suivez ce lien si vous voulez une petite démo. Donc, sans plus attendre, au sommaire, donc aujourd'hui, on va vous parler surtout des pages catégories et des fiches produits. Donc, deux typologies de pages qui sont essentielles en SEO, mais aussi en e-commerce. Et on va essayer de comprendre ensemble comment on peut faire marcher une synergie entre l'UX, le SEO et le e-commerce. Alors, souvent, moi, j'ai pas envie de dire on va essayer de concilier UX et SEO. Pourquoi? Parce que fondamentalement, j'ai pas l'impression qu'on ait besoin de les concilier. Ça sous-entend qu'il y aurait une opposition entre expérience utilisateur et SEO. C'est pas vraiment dans le sens de l'histoire en fait, puisque le sens de l'histoire, c'est que Google fait tout depuis plusieurs années pour mettre en avant les sites qui proposent une expérience utilisateur de qualité. Donc, on va plutôt parler de synergie ici. On va essayer de prendre les choses dans l'ordre et on va commencer, voilà, on va y aller en descendant. On va commencer par les pages catégories. Et sur les pages catégories, on va essayer de voir sur les 3 piliers du SEO, quels sont les aspects qu'on va pouvoir optimiser à la fois d'un côté UX et sur l'aspect SEO. Donc, je te laisse la parole, Julien, tu vas nous parler déjà du contenu. C'est ça. Donc sur la partie page catégorie, l'idée en fait c'est de vous présenter des tips pour voir comment bien travailler le SEO de vos pages catégories. Et puis après, on va voir les pages produits. Donc, au niveau des pages catégories et au niveau du contenu, première série de bonnes pratiques. Au niveau de l'emplacement du contenu sur vos pages catégories, il n'y a pas vraiment de règles établies sur cet emplacement. Donc, on a une forme de liberté là-dessus où on va pouvoir positionner son texte soit en haut, soit en bas, sur le côté de sa page. Mmh. Pensez surtout, faites en sorte que le contenu soit accessible et visible par votre audience. Ayez plutôt cette approche que de vouloir vous dire à tout prix de mettre le contenu le plus haut possible. Voilà, il n'y a pas forcément de règles là-dessus. Le contenu, quoi qu'il en soit, il sera bien vu par Google. Deuxième point, ça va être de mettre en place aussi, par exemple, si vous avez un contenu qui est assez conséquent, une encre ou un lien « Lire la suite ». Donc, tant que le contenu est chargé en même temps que le DOM de la page, c'est OK.
éviter d'avoir du contenu généré en JavaScript après le clic sur lire la suite. C'est plus un élément dynamique qui permet de masquer, démasquer le contenu, quoi. Donc, un petit tips pour vous, pour voir si le contenu est visible dans la SERP, s'il a bien été pris en compte par les moteurs. Vous pouvez utiliser cet opérateur de SERP, donc site de points, avec le nom de votre site, et in-text, et le texte caché, en fait, pour voir si Google le prend bien en compte, en fait. Et si c'est le cas, vous allez voir remonter dans la métadescription. Et enfin, dernier point, concernant l'angle de rédaction, comment écrire sur vos pages catégories, ayez à l'esprit que c'est des pages catégories, on est plutôt dans une intention d'acheter et de comprendre ce que j'achète, plutôt que de comprendre comment je vais utiliser ce produit. Donc là, le conseil, c'est plutôt d'éviter de rédiger des contenus très informationnels, très comment faire. Gardez plutôt ces approches-là pour une partie guide, où là, vous allez pouvoir vraiment tout détailler. Mais là, le conseil, c'est de vraiment écrire sur vos produits, sur leurs spécificités, sur leurs points de différenciation. Voilà, versus un contenu très, très informationnel. Donc, une autre série de tips, donc, au niveau des données structurées, vous pouvez exploiter la donnée structurée FAQ page. L'idée de cette donnée structurée, c'est de prendre plus de place sur la SERP déjà, parce que lorsque Google va prendre en compte cette donnée structurée, vous le voyez sur les screenshots qu'on vous a fait, vous avez votre résultat classique, et en dessous, comme ça, vous avez la FAQ que vous pouvez déployer. Donc, mécaniquement, vous allez prendre de la place. Ouais. Ouais. On sait que c'est un jeu de place, hein, donc là, vous allez vraiment gagner de la place. Et une stratégie aussi est de mettre un lien sur cette partie de texte pour pouvoir créer un lien, par exemple, en savoir plus. Et comme ça, l'utilisateur va pouvoir aller sur votre site. Donc, ça peut être une bonne technique pour gagner en visibilité à ce niveau-là. Une autre bonne pratique au niveau du contenu, ça va être de publier des guides d'achat dédiés à vos produits pour prendre la parole vraiment sur vos produits, pour tout détailler sur des aspects très informationnels, sur des aspects comment j'utilise mes produits au sein donc, de guides d'achat, par exemple. Et n'oubliez pas aussi, donc vous allez répondre aux questions fréquentes de vos utilisateurs, mais pour augmenter vos chances de remonter en position ou en PA aussi, ça peut être une bonne idée. N'oubliez pas aussi l'aspect CTA pour convertir aussi. La notion de conversion est très importante. Donc, vous allez avoir un super guide pertinent qui apprend plein de choses à vos utilisateurs. Mais si votre guide en plus s'inscrit dans un funnel de conversion, c'est encore mieux, hein. Donc, n'hésitez pas à ajouter des CTA vers vos pages catégories. Et enfin, point important aussi, c'est le maillage interne. Le maillage interne est capital pour créer une circulation de jus de lien, tout simplement, hein, entre vos différents contenus de la même thématique. Ça va être un espèce de jus vertueux, comme ça, qui va pouvoir faire en sorte de nourrir, enfin, les pages vont se nourrir entre elles en s'envoyant du jus, ça va prendre de la force. Plus vous allez prendre la parole sur un sujet, mieux c'est pour Google. Et c'est important aussi de connecter ces sujets-là via le maillage interne. Ça participe aussi au niveau de l'UX à faire rester vos utilisateurs sur votre site. Voilà. Donc, vous lisez du contenu et vous faites un lien bien placé pour étendre ce contenu ou amener sur une autre page de la même thématique. Votre utilisateur va rester dans l'environnement de votre site. Donc ça, c'est top. Et tips là-dessus. Ouais, tu avais une question? Ouais. Non, mais j'allais dire, c'est dans les deux sens d'ailleurs. Tu parles du maillage des guides d'achat vers la page catégorie, et aussi sur ta page catégorie, tu peux avoir un encart, voir notre guide d'achat, qui va te plonger dans l'univers. Voilà, si c'est la catégorie chaussures de randonnée, tu vas plonger dans un univers de guide d'achat sur les chaussures de randonnée. Oui, tout à fait, c'est rétroactif. Pensez bien à faire des liens de vos guides vers vos pages catégories et vice-versa. Donc, on parle de guide d'achat et nous sommes CMJ, donc forcément, on a quelque chose pour ça. On a quelque chose pour ça, on a un outil. Donc, hop, afin donc de construire un guide d'achat performant en SEO, on vous propose un module idée de contenu qui va vous permettre donc de choisir les mots-clés intéressants sur lesquels vous allez pouvoir créer du contenu. Donc, vous allez rentrer dans ce module via un mot-clé principal, et autour de ce mot-clé principal, vous allez avoir toutes des idées de contenu
de tout le champ sémantique autour de ce mot-clé, en fait. Donc là, on voit sur le screen, on a des espèces de pins qui illustrent vraiment la sélection que peut faire l'utilisateur pour construire son cocon, son cluster thématique. Voilà. Un petit peu, vous l'appelez un petit peu comme vous voulez. Mais le mieux, c'est que, on est d'accord, que je vous le montre en direct. Ah oui. Donc là, ce que Julien va vous montrer, c'est le tout nouveau module qui s'appelle Content Ideas qu'on vient de lancer, qui permet de faire facilement des cocons voilà, sur une thématique donnée. Donc, Content Ideas en VO, enfin en anglais, et en version originale, on va dire idée de contenu. Donc là, voilà comment ça se présente. Alors, pour aller plus vite, j'ai déjà lancé la recherche sur mon mot-clé. On peut, comme ça, déjà voir qu'on a 180 idées de contenu autour de notre thématique van aménagée. On peut filtrer ici par intention de recherche. Marine l'a montré en début d'après-midi dans sa conférence. On peut, comme ça, filtrer sur des articles de type article, des pages de type shopping, filtrer sur des questions, etc., filtrer sur la marque. Et ici, on a toute une série donc, de sites qui positionnent les mots-clés en première position ici. Donc, on a le trafic estimé généré par page. On a le volume du mot-clé. On a des tendances par volume de recherche aussi pour voir si on ne commence pas à rédiger un petit peu tard dans la saison. Là, on voit qu'on est plutôt sur une saisonnalité plutôt estivale pour le van aménagé. C'est même peut-être un petit peu tard pour commencer à rédiger, mais voilà. Et chose très intéressante, vous voyez la position de vos pages aussi. Ce module vous donne la position de vos pages sur le mot-clé principal. Donc, vous avez deux approches ici. Soit vous partez dans une approche « j'optimise l'existant », soit je pars dans une approche « je crée du contenu tout nouveau sur lequel je ne suis pas positionné ». Donc, hop, je vous fais une démo. On va sélectionner des idées de contenu associées à un mot-clé principal pour construire son cocon. Et ensuite, donc, on va pouvoir, comme ça, le rajouter dans le planning. Donc là, je suis plutôt dans une approche de mettre à jour des contenus existants. Donc là, je mets mes contenus existants, je choisis mes URL associés à mes mots-clés. Et ensuite, donc, ça part dans le planning et je peux commencer à rédiger, à optimiser mes contenus dans SEMJ. Dans le chat, on va vous partager un lien vers un article qu'on a rédigé sur ce module-là. Et puis, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à demander une démo pour qu'on vous le présente plus longuement. Et puis, je vais reprendre la main. Merci pour cette présentation, Julien. Très clair. Alors, on a parlé des pages catégories, on a parlé du contenu, du pilier contenu, que ce soit sur la page catégorie ou des pages satellites qui vont être des guides d'achat. Autre pilier, c'est le pilier technique. Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder en priorité quand on parle UX et quand on parle SEO sur nos pages catégories? Déjà, le nombre de produits. Nombre d'items par page, ça c'est clé. En fait, il y a quelque chose à éviter, c'est l'effet, vous savez, avoir une pagination à rallonge. Donc, sur la moyenne des sites e-commerce, c'est généralement 48 produits par page environ. Donc, on n'a pas peur en fait de mettre beaucoup de produits sur la première page, surtout la première page. Là, je vous ai mis l'exemple sur le site Rue des Hommes. On a 40 articles en page 1 et 28 articles en page 2. Tout simplement parce que ça évite donc cet effet de pagination à rallonge. Personne ne va aller visiter la page 20 de votre pagination. Et également en termes de budget crawl, c'est plus efficace parce que les robots aussi vont avoir moins tendance à visiter les pages qui sont tout au fond du catalogue. Attention cependant, donc on a un impact sur le page speed. Donc là, je vous renvoie à la conférence que j'ai animée le mois dernier sur l'optimisation des images avec Scaleflex. Donc pensez bien à utiliser du lazy loading par exemple pour ne pas trop ralentir le chargement de la page. Vous pouvez d'ailleurs tester l'impact page speed en pré-prod. Ça permet aussi finalement d'avoir des utilisateurs qui vont voir plus de produits d'un coup. On sait très bien que les gens, le scroll, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent. Les gens ont beaucoup plus tendance à scroller qu'à cliquer sur une deuxième page de pagination. Donc voilà. Et c'est aussi vertueux pour le SEO, donc c'est plutôt conseillé. Alors du coup, si on suit cette logique, on pourrait se dire, oui, dans ce cas-là, je vais mettre un scroll infini sur mes pages. Alors là, le scroll infini, est-ce que c'est une bonne idée ou une fausse bonne idée? Parce qu'après tout, oui, ça augmente le nombre de vues sur tous mes produits. Donc, pourquoi pas?
Alors nous, on estime que le scroll infini, ça peut être une fausse bonne idée si c'est pas bien mis en place. Pourquoi? Parce qu'il y a certains risques SEO. Tu allais dire, Julien? Tu les connais les risques, c'est Ouais, c'est le ouais, footer. Ah bah oui. c'est ça. Parce que voilà, Qui est en SEO, on sait inaccessible. très bien, voilà, on sait très bien que les liens en footer vont avoir un impact, on va vouloir mailler des choses. Scroll infini crée une difficulté à accéder au footer, d'autant plus qu'on est sur des pages qui fonctionnent avec du JavaScript. Ouais. Donc le JavaScript, même si Google a fait d'immenses progrès ces derniers temps, c'est toujours pas ça. Il y a toujours du mal à bien comprendre le JavaScript. Et surtout, avoir un scroll infini, ça fait qu'on a une seule URL. Donc, ça rend l'analyse des performances un peu plus difficile. Alors, il y a une solution qui peut être trouvée pour le scroll infini. C'est tout simplement faire du scroll infini, mais diviser de manière seamless, de manière transparente pour l'utilisateur, les différentes sections du scroll en pages. C'est-à-dire que l'utilisateur va avoir l'impression de scroller sur la même page à l'infini, mais ce qui se passe dans le background en vérité, c'est que l'URL change. Donc, par exemple, là, je vous ai mis à quoi ça ressemble. Vous allez la voir là, par exemple, typiquement, comment ça se présente. Vous allez scroller, vous allez avoir la page 1, puis page 2, page 3. L'URL va changer, mais ça va être invisible pour l'utilisateur. Ça permet d'avoir des URL qui existent, qui sont en dur, comme on dit, et donc qui peuvent être référencés, qui peuvent être crawlés. Et de cette manière, on a un peu le meilleur des deux mondes. Ouais. Là, l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que chaque page soit accessible indépendamment les unes des autres. Autre chose qui revient très souvent, et c'est une question très courante en SEO pour les e-commerçants, ça va être tout ce qui est navigation à facettes et filtre de tri. Alors sur les filtres de tri, c'est très bien les filtres de tri. Ça permet de classer les pages catégories par ordre de prix, par nouveauté, meilleure vente, les meilleurs avis. On peut mettre les best-sellers, les plus pertinents, etc. Donc c'est très très bien. Mais ça met le bazar en SEO si c'est pas bien fait. Ça peut négativement impacter. Bah oui, on le voit souvent. Nous, ce qu'on recommande, c'est de les rendre pas indexables, en fait. On va bloquer, déjà, on va faire en sorte que les filtres de tri génèrent des paramètres d'URL et on va tout simplement bloquer le paramètre via le robot TXT de manière à ce que ça n'impacte pas notre référencement, ça fait pas de duplication, ça fait pas de pages en trop et ce qu'on appelle des pages zombies. Ça va être un peu la même chose pour la navigation à facettes. Qui parfois, c'est pas clair, la frontière entre tri et navigation à facettes, mais certains sites ont vraiment la distinction entre les deux. Donc, mal géré, la navigation à facettes, c'est pas terrible en SEO. Donc, alors, il y a deux options. C'est que d'une part, aujourd'hui, techniquement, il est possible de générer une navigation à facettes qui ne crée pas d'URL. On va simplement faire bouger les éléments, la page va se recharger, on va avoir une canonique sur la page par défaut, mais on n'aura pas d'autres URL qui vont être générées. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est que ça génère des paramètres, ça génère d'autres URL, et là, on n'indexe pas. Donc, c'est pareil que ce que je vous ai dit pour les tris. Voilà, on va avancer vite parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur l'UX. Ouais. Et on va maintenant passer au maillage interne. Je voulais te couper pour ajouter des choses, mais on va avancer vite. Ouais, bah oui. Ouais. Allez, on enchaîne alors. Sur les sous-catégories, donc. Tout à fait. Sur le maillage interne, donc, vous le savez, le maillage interne, ça a vraiment un rôle important pour le SEO, comme l'UX aussi. Je vous l'ai dit, ça permet à vos utilisateurs de rester au sein de votre site, de l'environnement de votre site. Donc, et on va voir comment bien optimiser le maillage interne sur vos catégories. Donc, il est capital donc, de montrer à Google comment vos catégories univers, vos top catégories sont connectées avec vos sous-catégories. Donc, l'objectif ici va être de cloisonner en quelque sorte des univers sémantiques cohérents avec un maillage interne efficace. Donc, par exemple, vous pouvez mailler depuis votre texte d'introduction, comme on le voit dans l'exemple. Vous pouvez mailler depuis une sidebar via des liens, bien entendu, crawlables et indexables. Donc, c'est plutôt l'emplacement ici de la navigation à facettes, mais on peut ici injecter, on peut tricher et injecter des liens en dur pour avoir une sorte de menu en sidebar, en fait.
Et on peut aussi imaginer un maillage depuis des vignettes cliquables qu'on peut soit positionner dans le listing produit, soit on peut les positionner en haut de la catégorie. Veillez ici un petit tip à ce qu'il y ait dans le code une encre textuelle et pas seulement des images aussi pour un meilleur impact. Le crawler, voilà, ça rajoute du poids à vos liens en fait, d'avoir des encres textuelles en dur, en HTML, quoi, versus uniquement des images. Et enfin, hop, ici, un méga menu, vous le savez, ça peut être très pratique pour un utilisateur, mais ça peut aussi être un frein si vous avez des centaines et des centaines de liens. Ça peut être un frein aussi au robot d'indexation. Pas à ce qu'ils crawlent, mais à ce qu'ils comprennent l'association qu'il peut y avoir entre vos différentes pages, la relation entre vos pages. Donc, on peut aussi mettre en place cette technique-là, ou la technique de cloisonnement sémantique, et où là, le menu, en fait, va s'adapter à l'univers. Donc là, pour l'exemple, on va cliquer sur Home, et on va avoir un menu qui s'adapte à l'univers Home, en fait. Et le menu principal, bien sûr, peut rester accessible en sidebar, pourquoi pas, pour l'utilisateur et pour Googlebot, ou pas. Après, c'est des choix à faire à ce niveau-là. Très toi, clair. Charlie, donc, tu vas nous parler des fiches produits. Fiches produits, donc voilà, je vous l'ai dit, on descend, on a parlé du top level, des pages catégories, sous-catégories. Maintenant, au niveau de la fiche produit, alors il y a beaucoup de conseils qui vont se retrouver, forcément, qui sont des bonnes pratiques génériques sur l'UX. Ce qui est un peu plus spécifique aux fiches produits, déjà, c'est la description produit. On va parler du contenu déjà. Alors, sur la description de produit, il n'y a pas une bonne manière de faire, d'accord ? L'idéal, c'est d'être détaillé et de se mettre à la place de l'utilisateur. On va utiliser un style qui est adapté à notre niche. La description, elle peut être inspirante, tournée vers les caractéristiques techniques ou les usages du produit. Donc, par exemple, pour les vêtements, vous allez avoir une description plutôt inspirationnelle. Pour des aspirateurs, vous allez avoir un ton beaucoup plus technique, par exemple. Est-ce qu'il y a un nombre de mots minimum? En fait, on ne sait pas trop. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que pour les robots de Google, on estime depuis assez longtemps qu'ils ont besoin d'environ 300 mots au minimum pour bien comprendre l'environnement sémantique d'une page, comprendre très clairement de quoi ça parle. Très souvent, et d'ailleurs si vous utilisez la plateforme SEMJ, elle vous donne la recommandation de longueur en fonction du mot-clé. Ça peut aller bien au-delà. Alors après, si c'est beaucoup trop, là, ça va partir plutôt en guide d'achat, par exemple. Donc voilà, sur la longueur, ça va vraiment dépendre de la niche. Là, je vous ai mis 2 exemples qui sont plutôt des bonnes pratiques. Déjà, le site Carré Blanc, on voit, donc c'est pour des couettes, des housses de couettes, pardon. On voit qu'on a ce type de présentation. Pour quelque chose d'un peu plus technique, comme alors je crois que c'est le site Chris que j'avais pris, c'était beaucoup plus technique comme manière d'intégrer la description de produit à la page, avec pas mal de chiffres, de longueur, etc., de mesures. Donc, on est vraiment dans des descriptions adaptées à la niche. Autre chose qui est très, très important, ça va être les visuels des produits, tant pour l'aspect e-commerce, UX, que pour l'aspect SEO aussi, en fait. Pourquoi ? Parce que donc, le visuel produit, c'est ce qui va, en e-commerce, permettre de simuler l'expérience physique. On ne peut pas toucher le produit, le sentir, etc. Donc, on va essayer de substituer ça avec des visuels qui sont… Là, on le voit, l'exemple, il est plutôt pas mal sur les Nike Air, qui vont bien mettre en valeur la texture, les matières, etc. La petite astuce, c'est le zoom, la vue 360. Pourquoi pas la vidéo? C'est généralement un plus. Là encore, d'un point de vue SEO purement, ça va aussi jouer, ça va aussi impacter, puisque on sait que Google s'attend pour certaines typologies de pages, Google s'attend à trouver aussi certains types d'images. D'accord. J'en parle dans le webinaire Scaleflex. Voilà, certaines pages peuvent être négativement impactées s'il n'y a vraiment pas de corrélation entre ce qui est expliqué dans le texte et l'image illustrative. Donc, c'est toujours un plus. Par contre, la question qui revient, c'est, oui, si je mets beaucoup d'images, ça va impacter mon UX négativement à cause du temps de chargement. Alors, évidemment, pour ça, il y a plusieurs méthodes. Il faut déjà compresser
on va compresser les images. On va éventuellement passer par un CDN pour servir les images au plus près des utilisateurs, pour ceux qui étaient là ce matin. On va, excusez-moi, on va aussi baliser avec le balisage alt, qui va être descriptif sur les images. Pour aller plus loin, si vous êtes un gros site e-commerce, la bonne pratique, c'est de mettre en place un sitemap pour les images. Ça, on le voit très peu et c'est pourtant une bonne pratique. Ça permet aussi accessoirement de très bien monter dans Google Images et donc ça améliore l'exploration globale du site, on va dire. Et n'hésitez pas à exploiter les nouveaux formats d'images, notamment le WebP, qui sont les formats nouvelle génération. À l'heure actuelle, de plus en plus de navigateurs sont compatibles. Il n'y a que les anciens navigateurs qui restent à la traîne et encore, il est possible pour ces navigateurs-là de leur servir des images aux anciennes générations, tout simplement au niveau serveur. Donc voilà pour les visuels. Maintenant, autre élément très important sur les fiches produits, ça va être les éléments de réassurance. Donc ça, on les connaît. Hein. Ça va être les images, ça va être les avis clients, ça va être les modalités de paiement, ça va être est-ce qu'il y a des promos, ça va être les conditions de livraison, de retour, les garanties, les notes, etc. L'indice de réparabilité aussi, qui est plutôt un petit plus assez appréciable. Ça permet d'enlever des freins à l'achat. Et de manière globale, les éléments de réassurance, ça va être important pour tous les sites Your Money, Your Life, donc les sites e-commerce notamment, pas que, mais notamment, puisqu'on va essayer de renforcer par ce biais-là le pilier trust en mettant l'accent sur la sécurité des paiements, sur les avis clients, etc. Donc, d'un point de vue EAT, ça va avoir un impact plutôt positif en SEO. Maintenant, si je m'attarde un petit peu sur un point parmi ceux-là, qui est très important, ça va être les avis clients. Alors, les avis clients, là, je vais parler plutôt des avis on-site. Donc, ça permet de donner confiance aux utilisateurs, ça, vous le savez. Ça enlève les freins à l'achat, c'est plutôt bien. Et ça permet aussi d'apporter des compléments d'information. Alors, c'est pas que ça. D'un point de vue SEO, les avis clients, c'est aussi des UGC, comme on dit, des User Generated Content. C'est-à-dire que c'est littéralement du contenu qui va agrémenter vos pages, qui va finalement permettre à vos pages de se rafraîchir en termes de contenu régulièrement sans que vous ayez rien à faire, sauf de la modération, évidemment. Donc pour ça, la petite astuce, c'est aussi de permettre aux clients de télécharger des photos et des vidéos de votre produit. Il y a des sites qui font ça très bien. Ça vous permet d'avoir plus de contenu, en fait, et du contenu avec des mises en situation que vous obtenez d'ailleurs gratuitement. Alors attention, parce que dans l'aspect modération, il n'y a pas que ce qui se dit sur le produit, il y a aussi comment on le dit et comment on upload les fichiers. Donc là, il est possible, d'un point de vue dev, de tout simplement limiter et de compresser automatiquement les images qui vont être uploadées sur le site. Donc ça, faut bien penser à le mettre en place parce que ça évite que, avec l'ajout de plein d'images et plein d'avis, votre page s'alourdisse avec le temps. Et enfin, toujours dans cette veine-là, on va avoir les données structurées. Les données structurées, vous le savez, ça permet de donner tout un tas de compléments d'informations sur la page que Google est capable de lire dans un format que les robots comprennent facilement. Donc, ça avait des indications sur le prix, la disponibilité, les avis clients, comme dans mon exemple à droite. Et donc d'un point de vue UX, c'est évidemment, ça a beaucoup de valeur. D'un point de vue SEO, on sait que c'est reconnu par Google. Donc, on va essayer, surtout dans un e-commerce, de mettre en place toutes les données structurées qui sont adéquates. Je vous donne un exemple. Il y a des données structurées pour à peu près n'importe quoi. Même si vous êtes un retailer de voitures, il existe des données structurées sur le modèle de voiture. Enfin, ça peut aller très très loin dans la spécification, en fait. Hein. Donc, on a parlé un peu du contenu et de tout ce qui est réassurance autour des fiches produits. Maintenant, est-ce qu'il y a des points techniques à bien regarder sur les fiches produits? Tout à fait, notamment sur la gestion des variations, de produits. Donc, deux cas de figure. Hein. Soit on a un enjeu SEO à travailler de la visibilité sur des variations de produits, par exemple de la couleur. Si on a un produit d'une telle couleur et qu'on voit qu'il y a un intérêt SEO à le travailler, ben on va plutôt avoir envie de travailler ce produit-là dans une page dédiée. Par contre, si on se rend compte qu'il n'y a pas d'enjeu SEO à proposer
différentes fiches produits par couleur ou par taille, hein, on peut penser à des vêtements. Là, vous avez deux alternatives, en fait. Donc, soit vous avez une approche où vous imaginez un système technique qui fait en sorte que votre URL ne se modifie pas lorsqu'on va changer la caractéristique de ce produit. On est sur une page, on adapte les caractéristiques du produit et ça n'impacte pas l'URL. Ou alors, on peut imaginer un autre système technique qui a une approche peut-être un peu plus simple et qui est très efficace. Hein, c'est tout simplement la balise canonique. Donc, on va mettre en place une balise canonique sur chaque variante de ce produit. L'URL de cette balise canonique va renvoyer donc vers la fiche produit principale et vous allez éviter des problématiques de duplicate content, tout simplement. Donc voilà, c'est les deux alternatives qu'on vous propose ici pour bien gérer vos variations de produits. Un autre élément important aussi en e-commerce, hein, c'est la gestion des produits indisponibles et supprimés. Le cycle de vie comme ça de vos produits. Hein. Donc, pour des produits supprimés de vos stocks de manière définitive, on va plutôt vous conseiller d'utiliser les redirections 301. Donc, la redirection 301 a beaucoup de pouvoir, hein, un pouvoir énorme qui est de conserver le capital SEO de vos URL, en fait. Et notamment aussi, là, on met préserver le netlinking, donc aussi de préserver le jus externe. Si vous avez comme ça une fiche catégorie qui génère beaucoup de trafic et que du jour au lendemain, vous la faites sauter, c'est du trafic, c'est une perte sèche en fait. Alors que la 301, comme ça, va vous permettre de conserver vos acquis en SEO. Petit élément auquel il faut faire attention, pour des raisons de crawl budget, hein, on va vous déconseiller de mettre en place un trop grand nombre de 301 aussi. Du jour au lendemain, comme ça, le site va se retrouver avec des... Alors, quand je dis un grand nombre, c'est des milliers de redirections. De 301, ça va potentiellement avoir un impact sur le crawl budget et éviter aussi de rediriger en masse vers la home page, en fait. Ça ne fait pas trop de sens pour vous. Donc là, c'est quoi le conseil? Rediriger plutôt vers une autre fiche produit si le produit est très très proche, par exemple une nouvelle version de produit. Par contre, si on n'a pas de produit similaire, on va plutôt vous conseiller là, de rediriger vers une catégorie parente. Il faut aussi éviter la frustration. Hein. Si on redirige vers un produit qui n'est pas trop similaire, on va créer de la frustration, alors que vers la catégorie parente, on ouvre le champ des possibles et l'utilisateur va pouvoir se dire « Ok, ce produit n'est plus disponible, mais il y a d'autres produits alternatifs, malgré tout. » Par contre, si vous n'avez pas d'enjeu SEO, n'hésitez pas aussi à mettre en place une belle page 404 hein, pour éviter de dépenser du crawl budget sur des contenus obsolètes. Si vous laissez en 200, vous allez dépenser du crawl budget sur des contenus qui n'apportent aucune valeur, donc n'hésitez pas à mettre en place 404. Puis c'est l'occasion aussi de mettre un message sympa, plus des liens vers des catégories parentes ou vers des derniers articles vus. Je suis sûr que vous avez en tête des exemples de page 404 assez originales, donc ça peut être un élément intéressant pour communiquer auprès de votre audience. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que pensez toujours à piloter vos actions en fonction de vos enjeux, des enjeux SEO en fait. Trafic, pas trafic, position, acquis, etc. Et là-dessus, toujours d'autres tricks sur des produits indisponibles et supprimés. Sur un produit qui va être momentanément indisponible, vous pouvez mettre en place un système d'alerte aussi. Ça marche plutôt bien. Ouais. Ok, j'ai envie d'être alerté dès que ça revient en stock, hop, on met en place un système d'alerte, proposer de précommander le produit aussi. Donc là, on a l'exemple de la PlayStation 5 qui a connu de gros soucis de stock et d'approvisionnement. Et aussi, sinon, de proposer des produits similaires ou bien associés à ce produit. Ok, le produit n'est pas dispo, mais peut-être qu'autour, il y a des accessoires autour de ce produit-là. On va proposer des produits autour de ce produit-là. Comme ça, l'utilisateur va pouvoir commencer à faire ses achats. Ouais, c'est un très bon exemple, là, la PS5, parce que c'est typique d'une page produit où si à chaque fois on la désactive, à chaque fois qu'il n'y a pas de stock, on va avoir l'effet où c'est toujours une 302, une 200, une 302, une 200. Il va y avoir une énorme instabilité. Donc, vaut mieux garder la page. Ouais. On la laisse indexer et tout simplement, on met un message. Alors, il y a certains retailers qui mettent en place un système de produits fantômes, c'est-à-dire le produit, il est toujours là.
et on Oui. peut, au moment de l'acheter, finalement, c'est plutôt une alerte qu'une vraie commande. Mais Ouais. là, on va plutôt la garder parce que sinon, c'est beaucoup trop instable. Donc, c'est différent d'un produit qui n'est plus proposé ou en rupture de stock pour du long terme, quoi. Ouais, tout à fait. Eh ben, merci Julien. Et du coup, la dernière partie, c'est sur le maillage interne. On a déjà parlé des maillages internes, les produits similaires pour les pages catégories. Sur les fiches produits, ça va être pareil, hein. Donc, on Ouais. va aller un peu plus loin. Produits similaires, mais également produits complémentaires, recherche associée. Il y a la feature qui existe dans certains CMS qui est les utilisateurs ont également recherché ça ou ont également acheté tel produit avec celui-là. C'est pas mal parce que ça permet aussi d'augmenter le panier moyen. Donc, d'un point de vue e-commerce, on aime beaucoup. D'un point de vue SEO, ça prend aussi tout son sens puisque c'est du maillage thématique vers des produits qui vont ensemble, a priori, et même on laisse les utilisateurs finalement décider de ce qui est pertinent, finalement. Donc, c'est plutôt très pertinent à ce niveau-là. Maintenant, ça permet aussi de créer des silos. Donc, c'est pas mal. On va avoir des silos sur toutes les chaussures. Là, dans l'exemple qu'on a pris, on va avoir la tenue. On sait que si on achète les chaussures, par exemple des mocassins ou des chaussures de mariage, peut-être qu'on va avoir les costumes qui vont avec, etc. Donc, ça permet aussi de guider l'utilisateur et aussi les robots, parce qu'on pense toujours aux robots, dans la découverte du site de manière thématisée. Voilà, il y avait beaucoup de choses à voir ensemble sur les fiches produits et catégories. Et du coup, on va avoir quand même pas mal de temps pour les questions, donc ça, c'est plutôt bien. Si on devait retenir 3 points. Alors, le premier point, je vais peut-être commencer. Allez, vas-y. Serait peut-être contrôler l'indexation, parce que c'est le sujet qui revient le plus en e-commerce, notamment sur tout ce qui est, on l'a vu, page catégorie. Donc, on va contrôler l'indexation. On va mettre en avant la page 1, si vous voulez, des pages catégories. Et grâce à une gestion plus fine de la navigation à facettes, on va pouvoir faire en sorte déjà éviter la duplication, mais aussi éviter la création, en tout cas le crawl de nombreuses pages inutiles. Tout à fait. Et le deuxième point, donc, conseiller et rassurer, on est dans un contexte où on va pas avoir de vendeurs, en fait, en chair et en os, en direct. Donc, il va être hyper important de bien communiquer sur vos produits via des guides, bien expliquer comment les utiliser, à quoi ils servent, dans quel contexte je peux utiliser tel ou tel produit, par exemple. Donc, soigner aussi la partie description, la partie visuelle et les éléments de réassurance. Je remonte juste sur les guides, le fait de prendre la parole de manière experte sur votre thématique, sur vos produits, va permettre à votre site comme ça de s'ancrer en tant qu'expert dans votre univers produit. Donc ça, c'est hyper important pour Google, qui sentent que votre domaine est vraiment expert sur le sujet. Tout à fait. Et dernier petit point, c'est l'optimisation du maillage interne, puisque là, on parle d'UX et de SEO. Typiquement, le maillage interne, c'est vraiment l'alliance parfaite entre les deux, puisque c'est utile pour l'utilisateur et c'est très, très bien pour les robots. Ça se fait, comme on l'a vu avec les produits suggérés ou produits complémentaires, etc. Ça va se faire également avec le fil d'Ariane, dont j'ai pas trop parlé, mais effectivement, le fil d'Ariane permet de faire rapidement le lien entre une catégorie, une sous-catégorie et une page produit. Donc, la hiérarchie et la structure logique de votre site est facilement comprise, à la fois pour l'utilisateur, mais également pour les robots. Voilà, écoute, Julien, on va pouvoir passer aux questions. On va Alors, les avoir questions. largement le temps. On va les prendre peut-être dans l'ordre des mieux votés. Hop. Tac, tac, tac. Tu prends la première? Alors la première, donc de Genaël Retourné. Donc, bonjour, il me semblait qu'il ne fallait pas mettre un lien vers du contenu éditorial, par exemple un blog sur une page de vente, type catégorie ou fiche produit, afin de garder l'internaute sur la page de vente et non l'envoyer vers un contenu informationnel. Vrai ou faux? Est-ce que là, Charlie, on dirait pas ça dépend? Oui, mais on n'a plus le droit de le dire, parce qu'on a un gage à chaque fois qu'on le dit. Ah, on est d'accord, ouais. C'est vrai qu'on n'a plus le droit de le dire. Ouais. Non, c'est pas aussi binaire comme approche. À mon sens, il n'y a rien d'interdit
et de contre-indiquer à faire cela. Bien au contraire, en fait, puisque la personne, comme ça, va pouvoir facilement aller retourner sur la partie transactionnelle de votre site, et ça va être vertueux, puisque ça va envoyer du jus vers vos pages transactionnelles et vice-versa. Donc toi, là-dessus, Charlie, est-ce que tu vois une Oui, alors en fait, communication ça, c'est des conseils qu'on donne généralement en CRO, donc en Oui, Conversion Rate Optimization. Donc, si on veut optimiser le taux de conversion au max, on va essayer de garder les gens dans un funnel, les empêcher au max de sortir. Bon, ça, c'est, voilà, on va dire que c'est une école. En tout cas, c'est c'est pas ça. une école qui marche très bien avec le SEO. En SEO, en tout cas, pour typiquement l'exemple des guides d'achat, on va essayer quand même de fournir des portes d'entrée vers le guide d'achat parce qu'on se dit que ça va rayonner positivement Mm. sur les pages catégories. Les guides d'achat vont généralement bien se positionner. Eux vont faire des liens vers les produits les plus appropriés et que au final, on va dire sur le long terme, Ouais. le taux de conversion n'en pâtira pas. On a Tiens, une, ouais, ouais, pardon, excuse-moi. Bah, justement, il y a une question qui est liée de Teddy là. Comment éviter la cannibalisation entre les pages catégories et guides d'achat, du coup? ouais. Ça, c'est une question qui est vraiment d'actualité. Ouais. Pourquoi? Parce que si vous avez fait attention, depuis le mois d'août de l'année dernière, Google a mis en place un nouvel affichage des résultats. Vous l'avez certainement vu, ce qu'on appelle les résultats indentés. Donc les résultats indentés, c'est tout simplement pour une requête donnée. Je sais pas, par exemple, van aménagé, admettons. Vous avez donc la page produit qui s'affiche et hop, juste en bas, donc indenté, vous allez avoir le guide d'achat. Donc Google comprend. Et en fait, là où avant Google, effectivement, il y avait une sorte de cannibalisation où Google affichait soit l'un, soit l'autre, soit les deux, mais alors là, il fallait être un site plutôt puissant. Là, il comprend, donc il nous met très souvent, ça va se généraliser à mon sens, hein. Mm. Donc il nous met trop souvent les 2 contenus côte à côte. Donc le contenu transactionnel, le contenu informationnel juste en dessous. Donc au final, ces 2 typologies de contenu travaillent de concert et non plus en opposition. Donc le problème de cannibalisation ne se pose pas trop. Pour répondre plus profondément à la question, si vraiment il y a un problème de cannibalisation, c'est-à-dire que si on voit que les 2 pages traitent des mots-clés, de mots-clés trop proches, alors déjà, on peut essayer de les différencier en termes d'angle, d'accord? Dans les descriptifs, dans les titles, et cetera. Ou tout simplement, laisser jouer ce qu'on appelle l'intention utilisateur. Ouais. Bah oui, sur Van Aménagé, bah, c'est que des pages guides, informationnelles, blog qui se positionnent, mais que sur la SERP, c'est ça, c'est que des guides ou que des explications de qu'est-ce que c'est que Google estime que bah, c'est pas l'endroit de mettre des pages catalogue transactionnelles. Alors que sur Van Aménagé bleu, ou rouge, là, vous aurez que de la transactionnelle parce qu'on est déjà dans le tunnel d'achat. Donc, des Oui. fois, c'est aussi un des enjeux du content marketing, c'est essayer de ramener du lead via des requêtes plus informationnelles. On a une autre question d'Océane. Comment fait-on pour mettre en place les données structurées? Alors, si on est dans un contexte, si on a un site e-commerce, ça dépend quel CMS on utilise, si on utilise un CMS, mais il existe de nombreux modules ou plugins en fait qui permettent d'implémenter les données structurées de manière automatique directement dans ces pages. Donc, peut-être regarder ce côté-là. Ça Donc là, simplifie, ouais. ouais, il faudrait voir s'il y a un CMS derrière, enfin, à voir. Ouais. Voilà. De manière plus générique, il y a plusieurs manières d'implémenter des données structurées. La manière recommandée par Google, c'est en JSON. Donc voilà, essayez de vous assurer que c'est mis en place de cette manière-là. Oui, plutôt que directement dans les balises HTML, en fait. Oui, Le voilà, JSON va se mettre dans la partie aide de la page, ouais. tout à fait. Une question de Véro. Donc bonjour Véro, comment fait-on pardon. Ah si, c'est là. Comment fait-on un sitemap d'image? Comment fait-on un sitemap d'image? Bah, là encore, vous allez avoir des CMS qui le font très bien en natif, notamment les CMS e-commerce.
via des extensions. Donc, notamment PrestaShop, Magento 2 gère ça de manière assez fluide. Et Screaming Frog aussi permet de générer des sitemaps. Oui. Voilà. Ne vous amusez pas à créer des sitemaps à la main de A à Z. Donc, juste là-dessus, sur le sitemap image, vous pouvez soit créer un sitemap dédié, soit avoir un sitemap dans lequel vous avez des images et vos URL, en fait. C'est plutôt ce qu'on va vous conseiller, quoi. De tout mettre au même endroit. Ouais. Les deux sont possibles, en tout cas, à voir. Question très pointue de Solange qui demande pour le maillage interne, est-ce qu'il faut privilégier des boutons ou des liens hypertextes? Alors ça, c'est pointu. Pourquoi? Parce qu'on touche à quelque chose qui va être la notion de PR sculpting, en gros, c'est-à-dire comment on va diriger le jus de lien. Pourquoi? Parce que les boutons ne transmettent pas de jus de lien. C'est une technique d'obfuscation, c'est-à-dire si on veut tout simplement, pour ceux qui ne connaissent pas l'obfuscation, c'est faire des liens qui sont visibles pour les utilisateurs, mais que les robots de Google ne vont pas visiter. Et donc faire des boutons, ça permet de faire ça, faire un lien en forme de bouton dans le code. Mais là, pour le maillage interne, justement, non. Si le but c'est de faire du maillage interne, on va privilégier ce qu'on appelle des liens en dur, donc des liens hypertextes. Il y a une question de Thomas, du coup. Peut-être une colle pour une fiche produit où le prix n'est pas communiqué. C'est pour toi ça, Charlie. Est-ce que vous avez un modèle ou une astuce de données structurées pour des produits où le prix ne peut pas être affiché? En effet, oui, dans ce cas-là, le validateur, il va remonter, il dit que le schéma est incomplet. Ouais. Alors, corrige-moi, Charlie, mais je crois que c'est obligatoire, le prix. Parce que tu sais, il y a oui, ça passe en erreur. Ça passe en erreur, parce qu'il y a des avertissements et des erreurs. Mais en effet, ça passe en erreur. Est-ce qu'il existe une... Donc, ouais, on est un peu obligé d'avoir un prix. Je ne sais pas trop répondre à cette question, Charlie. C'est effectivement une colle. Ouais. Alors, à savoir que ça, c'est pour une donnée structurée qui est la donnée... C'est le prix, hein. Enfin, c'est le produit. Ça va dans le produit et prix, ouais. Voilà. Donc, tu vas avoir déjà d'autres données structurées qui ne seront pas bloquées. Tu parlais de la FAQ tout à l'heure, Julien. Ouais. Voilà, et tout un tas de choses, les avis, par exemple, review, tu peux faire la donnée structurée review, elle peut être inclue dans la balise produit. Ça, ouais. Mais il y a aussi une donnée structurée review autonome, enfin qui existe par elle-même. Tout simplement parce qu'il y a plein de produits, il y a plein de choses qui ne sont pas des produits marchands et qui ont une review. Donc, la donnée existe aussi. Donc, ça peut être une manière de contourner la chose. Nicolas nous demande quelle autre donnée structurée utiliser pour une page catégorie hors FAQ? Donc, c'est la continuation de ce qu'on vient de dire, la continuité, pardon. Alors, donc, on a les avis. On va voir la disponibilité, très important. On va voir, par exemple, l'info s'il y a une promo ou pas. Ça va dépendre aussi de votre niche, Nicolas, puisque en fonction de votre niche, il y a parfois des données structurées. Par exemple, pour les films ou les livres, il y a des données structurées exprès. J'ai parlé des retailers de voitures, il y a des données structurées exprès. Donc, c'est un peu difficile sans savoir de quelle niche on parle, mais il en existe énormément, en tout cas. Ouais. Comment contrôler que le maillage interne est bien fait dans la structure de son site? Très bien. Alors là, il existe, sur le maillage interne, il existe des outils qui permettent de faire l'audit de son site en crawlant en fait l'ensemble de ses URL, avoir des informations sur le PageRank interne, voir le nombre de liens qui sont envoyés vers vos pages et voir si vos pages principales sont bien poussées. Mais là, on va plutôt rentrer dans une approche de crawl global du site pour accéder à ce type d'informations-là. Nous, dans CMJ, on propose un champ incoming links qui vous propose donc des liens vers d'autres pages de votre site, vers votre contenu. Donc ça permet comme ça de faire un maillage intelligent. Mais si la question, c'est en effet, c'est plus d'auditer et de contrôler que le maillage est bien fait, là, on va être plutôt, on va plutôt se tourner vers des outils de crawl globaux de votre site, quoi, en fait.
Est-ce qu'on a Euh, d'autres on a une question, alors question qui, je vais y répondre parce que c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent, même parmi les clients. C'est, tu sais, tu en as parlé, c'est le Ouais, fameux bouton voir plus. oui. Que pensez-vous des voir plus en JS sur des pages avec du contenu? Est-ce que c'est pénalisé par Google ou est-ce que le contenu donc caché de cette manière-là va être Mhm. moins pris en compte par Google? Tu y as déjà un peu répondu, Julien, donc je te laisse rebondir. Ouais. Alors pénaliser, non, puisque c'est une pratique que Google accepte très bien, notamment avec le Mobile First Index et le Responsive Design, où il sait très bien que pour avoir un affichage correct sur un format mobile, eh ben, on va être un petit peu obligé pour avoir une UX cohérente de masquer des parties de page, donc pas de pénalité. Par contre, en effet, on peut envoyer un signal, si le contenu est important et qu'on le masque, on peut envoyer le signal à Google que ce contenu n'est pas le contenu le plus important de la page. Donc potentiellement, ça peut avoir, alors il sera pris en compte, mais il sera pondéré par Google de manière plus faible qu'un contenu qu'on affiche directement, en fait, sans action utilisateur. Ouais. Très clair. En tout cas, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Ouais. Et donc, J'espère aussi. dernière question avant de se quitter. Vous placez le lien vers un guide d'achat sur une page catégorie pour ne pas détourner la navigation du tunnel de conversion. Donc là, c'est une préoccupation tout à fait légitime. Ouais. On serait tenté de mettre le lien guide d'achat tout en bas, en tout petit, voilà, pour qu'il détourne pas trop. Moi, je suis pas partisan de cette pratique-là. J'aime beaucoup ce qui se fait sur des sites. Alors, si vous voulez des vrais exemples concrets, je vous invite à aller sur des sites du style Mano Mano, par exemple. Ouais. Sur leur page catégorie, il y a des inclusions de guides d'achat qui, à mon sens, ne détournent pas du tunnel. Également sur le site de Decathlon, j'aime bien comment ils font ça, puisque, je sais pas, vous allez sur chaussures de randonnée, vous allez voir le guide d'achat qui va être un genre d'encart en haut à droite, mais qui va quand même pas détourner de tout l'aspect catalogue, si vous voulez. Donc, je trouve que c'est plutôt un bon compromis et c'est une manière intelligente de le mettre en place. Voilà, on va finir pour les questions là. On n'aura pas eu le temps de répondre à toutes les questions, mais s'il y en a d'autres, évidemment, Ouais. vous Il y pouvez en a nous plein d'autres. envoyer. Hein. Ouais. Vous pouvez nous envoyer vos questions à SMJ. Juste, simplement, on a la démo, hein, faites votre demande de démo, on vous le rappelle, pour bénéficier des 15% sur SMJ Custom. Ça, c'est l'offre exclusive du SEO Square. On espère que cette conférence vous aura plu. N'oubliez pas qu'on a le Virtual Cocktail pour ceux qui veulent rester et se détendre un peu. On a parlé de sujets un peu techniques tout au long de ces 2 jours. Donc là, ça va être un moment un peu relax où on peut networker un peu. Et oui, c'est la Euh, dernière conférence, hein, Charles. On comment? finit. C'est la dernière conférence, on finit là. Ouais, voilà, c'est Donc, ça, on finit. merci à tous les Euh, participants. Si vous avez merci, une ouais. autre conférence. Ouais. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Et voilà, si vous avez le temps, hein, venez boire un verre lors du Virtual Cocktail pour de la bonne humeur Oui. avec tous les speakers de ces 2 derniers jours. Voilà, merci beaucoup Merci. et à très bientôt. Merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir.